Hello, and thank you. Allô, bonjour, bienvenue à cet événement et alors que nous continuons la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Je m'appelle Chantal Amiot et je suis directrice générale et vice-présidente par intérim du Musée canadien d'histoire. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à une soirée en compagnie de Perdita Félicien, champion du monde de course de haies, qui a participé 2 fois aux Jeux olympiques, animatrice de télévision et autrice d'un livre à grand succès. Avant de poursuivre, j'aimerais que nous prenions un moment pour reconnaître que le terrain sur lequel se trouve le musée est situé sur le traditionnel territoire non cédé de la nation algonquine, Anishinaabe. Il est de la plus haute importance que le musée reconnaisse les gardiens traditionnels de ce territoire et continue de collaborer étroitement avec les communautés et les partenaires autochtones de partout au pays pour raconter leurs récits avec leur propre voix et avancer ensemble dans un esprit de collaboration et de respect. Cette web division s'inscrit dans une série Une soirée en compagnie d'eux, lancée en 2019. Cette série propose des causeries et des prestations inspirantes mettant en vedette certaines des personnalités les plus fascinantes du pays, notamment Desmond Cole, Wanda Robson et Jeremy Dutcher. L'invité de ce soir est bien connu de la plupart d'entre vous. Perdita Félicien est non seulement une athlète olympique et une championne du monde en course de haies, mais aussi une animatrice de télévision et une conférencière. Également, elle est devenue récemment une autrice à succès avec la publication de son autobiographie My Mother's Daughter, qui aborde les difficultés de sa mère lorsqu'elle était jeune immigrante et le lien durable entre une mère et sa fille. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Kayla Mary Tracy, présentatrice de Nouvelles à Toronto, animatrice et ancienne joueuse de volleyball d'élite. Kayla Mary animera la causerie de ce soir, lors de laquelle Perdita nous entretiendra de ce qu'il faut pour devenir une athlète de calibre international, de sa vie après les compétitions, de son point de vue sur son rôle de modèle féminin noir et de la façon dont les difficultés et les triomphes de sa mère ont contribué à former la femme qu'elle est devenue. La soirée se terminera avec une période de questions qui sera certainement très intéressante. Je suis ravi d'annoncer que nous avons reçu un don important de Perdita pour notre collection nationale, consistant en 9 artefacts et 26 pièces d'archives documentant sa vie et sa carrière. Ce don comprend son uniforme des championnats du monde de 2003, où elle a remporté une médaille d'or, ce qui l'a fait d'elle la première et encore à ce jour la seule Canadienne à gagner une médaille d'or à une épreuve des championnats mondiaux de l'AIFA et la plus jeune personne de tous les temps à gagner aux 100 mètres haies. La collection Perdita documente les hauts et les bas de la vie de l'athlète élite, ainsi que le parcours fascinant de Perdita vers le podium et sa vie après les compétitions. Cette acquisition s'inscrit dans une vaste initiative du musée destinée à bâtir sa collection sur les sports et à vous rapprocher de certaines des personnalités les plus dynamiques et les plus mémorables du Canada. Il ne sera pas possible de présenter cette série sans le soutien de son commanditaire, le groupe Banque TD. Avant de céder le micro à notre animatrice Kayla, voici un message de TD. Le mois de l'histoire des Noirs, un moment pour se souvenir, rendre hommage et réfléchir. Nous allons le souligner. Toutefois, nous nous sommes aussi engagés auprès des collectivités et de nos collègues à en faire plus. En plus de parler d'inégalité et d'injustice, il faut agir et mettre de l'avant l'excellence dans nos communautés noires. À la TD, nous appuyons les gens et les occasions qui aident les communautés noires à grandir, à s'inspirer et à s'épanouir davantage. Ce ne sont pas des paroles en l'air, promis. Exact à nos paroles. Merci. Merci beaucoup, Chantal, pour cette présentation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette série d'une soirée en compagnie de Perdita Félicien. Je suis animatrice de télé et reporter à Toronto et je suis heureuse d'être là, de m'asseoir et de discuter avec une Canadienne vraiment intéressante et enthousiaste que nous allons pouvoir découvrir et quelqu'un qui va au-delà de toutes les accolades qu'elle a pu recevoir et
la personne qui se cache derrière la personne que vous avez toujours découvert sur les écrans. Donc, nous allons commencer par une vidéo qui vous donne un aperçu de qui est véritablement Felicia Perdita. Perdita Felicia est 2 fois championne du monde, 2 fois championne olympique et 10 fois championne nationale canadienne. Elle est la seule femme de l'histoire du Canada à avoir emporté une médaille d'or au championnat du monde d'athlétisme. Au cours de sa carrière de coureuse de 100 mètres haies, elle a reçu de nombreux honneurs, notamment le titre d'athlète féminine de l'année au Canada, les clés de la ville de Pickering et la médaille de jubilé du diamant de la reine Élisabeth. Perdita s'est retirée du sport professionnel en 2013 et est maintenant une autrice à succès. 80 000 personnes connaissent mon nom, une journaliste sportive. Ils se demandent qui est ce type, qui est cet homme. Oui, il est du groupe des 6. Bienvenue à l'athlétisme. Il est temps d'élever la barre. Elle a couvert de multiples événements sportifs internationaux, des Jeux olympiques d'hiver de 2018 aux Jeux olympiques d'été 2016 et 2020. Alors, c'est une technique d'aviron? S'il vous plaît, pas question. Perdita a récemment écrit son premier livre, My Mother's Daughter, qui est sorti au printemps 2021 et est maintenant disponible partout où les livres sont vendus. Véritable succès de librairie, les mémoires de Perdita relatent les hauts et les bas de son illustre carrière de coureuse, ainsi que son expérience de sans-abri et d'enfant témoin de violences conjugales. Perdita elle soutient de nombreuses organisations humanitaires, dont The Denise House, le refuge d'urgence pour les femmes d'Oshawa, en Ontario, qui, selon elle, a aidé sa famille à se remettre sur pied à la fin des années 1980. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Perdita Felicia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui, pour moi, dont je suis honoré de vous présenter. Bonsoir, Perdita. Salut, c'est tellement un plaisir de te revoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Et comment tu vas, Miss Mama? J'ai appris que tu avais un nouveau bébé. Donc, nous avons vu le bébé en ligne récemment, donc félicitations à toi. Bon, bien sûr, on va parler de la vie de maman à un moment ici, mais une chose que j'ai vraiment adoré dans la vidéo qu'on vient de regarder est le fait que quand tu dis « Mais qui est Perdita ?» Mais mon Dieu, on a commencé à énumérer tout ton palmarès, championne olympique, championne aux Jeux mondiaux, elle est fille, elle est femme, elle est sœur, elle est amie. Donc, tu as tellement de rôles que tu incarnes. Alors, ce soir, j'aimerais commencer avec ce qui permet à tout le monde de te connaître. On te connaît en tant qu'athlète, en tant que coureuse de classe mondiale. Et bien entendu, on aimerait savoir comment est-ce que tout cela a commencé pour toi. Parce que les gens peuvent voir les accolades. Tout simplement, tu as eu des hauts et des bas dans ta carrière. Donc, commençons par le début, par le tout début. Alors, comment est-ce que ça a commencé pour toi? Alors, je pense que c'est vraiment la boucle qui se boucle. Parce que très souvent, je me sens très, très humble parce que quand je regarde le parcours de ces Olympiens et Olympiennes, quand vous vous rendez compte du haut niveau où vous vous retrouvez, on n'a pas souvent le privilège de voir exactement quel a été leur parcours, comment est-ce qu'ils ont évolué. Alors pour moi, c'était à l'école McGregor à Pickering. Je pense que ça devait être peut-être en 87, je pense. Hein? Donc, et puis, j'avais pris un cours appelé Sport Canada et tout le pays prenait ce cours. Et puis, j'étais comme en 3e année. Et puis, cet auteur était mon professeur de gymnastique. Et puis, nous avons passé les tests et tout. Je pense qu'il y avait la course aux 100 mètres, il y avait le saut en hauteur et en longueur. Et puis, tout ce qu'ils faisaient, ils vous évaluaient. Ils avaient ces formulaires de résultats qu'ils envoyaient à l'extérieur. Et puis, on comparait aux autres notes du pays et puis ils renvoyaient les résultats. Et puis, vous aviez vous avez ces trophées qui étaient décernés. Et donc, je me rappelle, à l'école publique de Pickering, la madame a remis tous les différents trophées. Alors, je me suis dit, OK, on m'a pas appelé, il doit avoir un autre niveau. Alors, à ce moment, j'étais juste une petite fille. Et puis, je me disais, OK, il y avait la médaille de bronze, d'argent et d'or, bien entendu. Il n'y a généralement rien au-delà de l'or. Donc, même au niveau très élevé, je pense qu'il n'y a rien au-delà de l'or. Donc, alors, personne n'atteint jamais ce niveau d'excellence. Alors,
cette femme remet toutes les médailles. Et puis, vous vous rappelez, quand on est tout jeune, on s'assoit dans la salle de gym et tout ça. Et donc, ils disent, ben, alors, les amis, tout le monde s'assoit. Et puis, elle a créé un moment à part entier. Donc, elle a appelé une personne dans toute la classe qui a reçu la note la plus élevée. Et donc, à ce moment, je me rends même pas compte de ce qui se passe. Et puis, je me dis, bah, OK, ben, c'est qui cette pépite? Et puis, elle appelle mon nom. Et puis, à ce moment, je me rends même pas compte qu'elle appelle. C'est en fait mon nom qu'elle a appelé. Et ce moment était comme un moment de reconnaissance. Et puis, je me souviens, quand je marchais, je me disais, OK, mon Dieu, je vais exploser tellement j'étais excité. Et donc, j'avais 9 ans. Et puis, cette madame s'est assurée de m'amener et de m'inscrire. Donc, à ce moment, la course était tellement facile pour moi parce qu'il n'y avait pas trop d'équipement à s'acheter. Vous avez juste à vous présenter là avec votre corps, avoir une paire de baskets. Donc, et c'était quelque chose qu'on pouvait s'offrir à l'époque. Donc, ça marchait tellement bien pour moi. Alors, oui, je pense qu'on va revenir vraiment à ton parcours, notamment ta relation avec ta maman. Mais avant on y aille, j'aimerais tout simplement saluer le conseil d'école de Ottawa, Carleton School, et puis même les enseignants aussi, parce que la plupart d'entre ces personnes-là ont lu ton livre et ont posé des questions sur une variété de questions. Et puis cela m'amène à la première question, parce que j'aimerais vraiment incorporer certaines de mes questions, mais également les leurs, parce que je sais qu'elles sont là et elles nous écoutent. Et j'aimerais vous remercier à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Donc, dites-nous, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es une source d'inspiration pour la nouvelle génération, pour toutes les personnes qui ont connu énormément de difficultés, que toi-même, tu n'as pas eu de modèle grandissant. Heureusement, là maintenant, tu as raconté l'histoire de comment est-ce que ton parcours a commencé toute jeune et parfois, peut-être même par un coup de chance. Donc, c'était juste ce test auquel tu t'es présenté et puis tu t'es rendu compte que tu avais ce talent donné par Dieu. Donc, je vais ralentir tout simplement parce que je sais qu'il y a des interprètes et puis je sais que j'ai l'habitude de parler un peu trop rapidement. Donc, oui, on me dit ça tout le temps à la télé. Vous parlez trop vite. Ben, excusez-moi, je suis une sprinteuse en même temps. J'ai l'impression que c'est la même chose avec la manière dont je parle. Donc, oui, je vais prendre mon temps. Alors, le fait d'être un modèle, voilà ce qu'il faut savoir en tant qu'athlète élite. Et ça s'applique à tout le monde qui a une plateforme ou qui a une vitrine. Moi, quand je suis arrivé au niveau national, que j'avais une reconnaissance nationale au niveau des années 2000, je n'avais pas demandé quoi que ce soit. Le fait d'être un modèle pour vos enfants, mais comment? Jamais. Je n'ai jamais rien demandé de tel. J'étais juste impliqué dans un sport que j'adorais et je profitais vraiment de mon temps là-bas. Et puis, je me souviens d'avoir lu un article quelque part qui disait Félicien Pellita qui était devenu un modèle pour les enfants. Et puis, c'est là où je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, comment est-ce que je me comportais, et la façon dont vous prêtiez votre nom à quelqu'un, ça pouvait être mal compris ou mal perçu. Donc, à ce moment, je n'avais pas accepté le fait d'être un modèle, parce que pour moi, ça avait tellement l'air d'être une grosse responsabilité, mais quand cela s'est produit, personne n'a commencé à m'appeler un modèle, et puis je me suis jamais attribué ce rôle, mais puis les gens m'ont un peu forcé ce rôle dessus, et puis je me suis dit, OK, quand j'ai gagné au championnat de 2003, je me suis dit, OK, finalement, je me suis rendu compte du fait que j'avais une plateforme et que je devais en profiter pour inspirer d'autres générations après moi. Alors, quand j'ai commencé à le faire, je prenais du plaisir et je continue à le faire. Mais j'étais très consciente Mais maintenant que j'ai 40 ans et plus, je me dis, c'est un privilège, ça a vraiment du poids. Il y a vraiment une opportunité là pour s'assurer que ce que j'ai eu à vivre, mon parcours, que d'autres personnes puissent avoir le même parcours. Et ce que je dis, la façon d'être, et même le fait d'être athlète noir et qui est animatrice de télé, qui est là pour couvrir l'événement, les Jeux olympiques, je suis très conscient désormais de ce que je représente pour d'autres générations. Le fait que les gens me voient à la télé en présentant les nouvelles, donc nous représentons des modèles, justement, nous représentons des exemples dans nos communautés. Donc, moi, je pense que je porte désormais cette responsabilité et j'incarne ce rôle pleinement. Donc,
vous avez raison, c'est vraiment une lourde responsabilité et qui vient avec beaucoup de difficultés. Et oui, vous l'avez mentionné, que non pas seulement comme une femme, mais comme une Canadienne noire. Et le fait, la représentation est tellement importante parce que là, on parle là de jeunes femmes, de jeunes garçons, quelles que soient leurs origines, qui vous regardent, qui vous observent étant très jeunes. Et puis des fois, on peut leur avoir dit, peut-être indirectement ou directement, que des fois, ils ne voient pas le reflet d'eux-mêmes autour d'eux. Donc, quand il s'agit de voir son reflet dans le monde autour de soi, toi, tu n'avais pas eu cette chance. Est-ce que tu as eu cette possibilité de te voir, de voir d'autres personnes en toi ou parce que là, tu étais carrément précurseur dans ce domaine. Est-ce que à l'époque, tu avais des modèles, des personnes qui t'inspiraient ou est-ce que c'était vraiment un parcours tellement solitaire que tu devais découvrir et où tu devais cheminer toute seule? Donc là, j'ai toujours eu ma mère qui a toujours été mon étoile, qui m'a toujours bercé. Et c'est vraiment un personnage très influent dans ma vie. Si vous avez lu mon livre, vous avez une facette de sa personnalité. Et puis, grâce à elle, je voyais un peu qui je voulais être en termes de carrière, en termes de personnalité. Et donc, j'avais également Oprah Winfrey qui m'inspirait beaucoup. Et donc, je pense qu'il y avait Tanya Lee Williams également qui était un personnage... et je pense qu'elle est canadienne aussi en passant. Donc, souvent, je la voyais à la télé. Et puis, à l'époque, je n'avais pas d'ambition de me présenter à la télé. Et la chose inconsciente qui se passe, c'est que nécessairement, je ne me voyais pas dans ces milieux, sur des couvertures de magazines ou sur des pages de journaux, de magazines de beauté et tout ça. Mais inconsciemment, vous ne pensez pas que c'est quelque chose que vous pouvez réaliser. Mais le sport et de l'athlétisme, où il y a énormément de personnes noires et de modèles noirs, et vous avez tendance à graviter vers ce milieu. Mais ce que j'adore dans cette génération et pendant les dernières années de protestation pour les droits des Noirs et tout cela, je pense que la communauté blanche commence à se rendre compte que oui, je n'ai pas conçu ce système, personne n'est en train de m'accuser pour quoi que ce soit, mais j'ai un pouvoir d'influence, alors je vais essayer de changer les choses du mieux que je peux. Alors, on se rend compte qu'on commence à occuper des places sur certaines vitrines où on ne nous voyait pas nécessairement. Et cela envoie un petit signal à un petit garçon noir, une petite fille noire, quand elle vous voit ou quand il vous voit dans ces espaces, consciemment ou inconsciemment, il commence à se dire, OK, Perdita Félicienne, elle est en train de couvrir les Jeux olympiques et puis elle est athlète olympique aussi. Ah, mais moi aussi, je pourrais faire ça ou dans n'importe quelle industrie. Et c'est pour cela qu'on continue à parler de la représentation et j'espère, je prie vraiment que personne ne va se fatiguer d'avoir ces conversations, même si des fois, c'est des conversations difficiles. Je pense qu'on en a besoin parce que vous avez peut-être une fille de 3 semaines, j'ai une fille qui aura bientôt 3 ans. Donc, si on va véritablement impacter les générations futures, cette conversation ne peut pas durer une semaine ou un an, ça doit durer toute une vie. Est-ce que c'est une conversation malaisante des deux côtés? Absolument. Est-ce qu'on doit s'arrêter pour autant? Non, pas du tout. Mais si on veut vraiment changer les choses, je pense qu'on devrait continuer. Et je veux vraiment rester ce modèle, pas juste dans le sport, parce que les Noirs sont capables au-delà des sports. Par exemple, je suis autrice à succès, et puis je suis une maman, il y a des Noirs dans les sciences et dans tous les domaines. On a juste besoin de célébrer cela davantage et de le reconnaître également. Donc, tellement bien dit. J'aimerais nous ramener aux questions quand il s'agit, par exemple, de vos accolades, de vos titres athlétiques. Donc, si vous parlez de son trophée, de son tableau de chasse, je peux vous dire qu'il est assez fourni. Donc, quand il s'agit de ces réalisations, quand vous regardez un peu en rétrospective, votre exploit est assez unique. Quand vous avez 41 ans maintenant, et vous avez tellement de choses encore en avant de vous, mais vous avez déjà réalisé, vous avez connu tellement de succès très jeune. Alors, comment est-ce que vous avez pu gérer cela? Et comment est-ce que vous avez pu gérer le fait d'être une célébrité, de porter le poids de tout un pays sur vos épaules en tant qu'athlète à un si jeune âge?
Alors, personne n'avait jamais posé cette question. Je vais vraiment être honnête avec toi. Je pense que les gens peuvent voir des fois, ça se voit sur le papier, c'est tellement bon à lire, mais on te demande jamais ce que ça représente pour toi. Mais sachez qu'il y a toujours un prix à payer. Et puis, j'ai payé le prix pour cette lourde responsabilité. Et je peux dire que je suis retraité depuis bientôt 10 ans. Oh oui, 10 ans, hein, ça fait beaucoup, hein. Donc, voilà mon mur. Voilà mon mur au lycée. Donc, c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Donc, oui, je dirais que c'est plus qu'intéressant. Donc là, euh, oui, mais ne vous rapprochez pas trop des images parce qu'il y a des choses dont je suis pas très fier sur ce tableau. Mais en tout cas, je vous dis, il y a toujours un prix à payer. Mais je vais passer très rapidement. Je suis championne olympique. Et nous sommes en train de regarder les Jeux olympiques en ce moment. Et je ne sais pas si les autres le constatent, mais les athlètes olympiques sont jugés uniquement sur la base des médailles qu'ils arrivent à aller chercher, notamment lorsque vous allez chercher une médaille en or. Et même si j'étais la meilleure coureuse du monde pendant au moins une décennie, j'ai gagné des titres mondiaux, j'ai brisé des records, j'ai fait tellement de choses, j'ai eu des commanditaires, et tout cela est tellement bien, mais je pourrais vous dire, je n'ai même pas de médaille olympique. Je n'ai même pas je n'ai même pas participé à une finale olympique. Donc, quand vous posez cette question, pendant très longtemps, je me suis dit, oui, ben, j'ai réalisé tellement de choses et puis je me rends compte que c'est vraiment beaucoup en termes de réalisation. Mais le fait que je n'ai jamais décroché un titre olympique, tout le monde, et même jusqu'aujourd'hui, et je l'accepte comme ça, tout le monde me voit euh, un peu comme n'ayant pas été suffisamment à la hauteur au niveau des Jeux olympiques. Et puis cela tend des fois à annuler un peu tout ce que j'ai réalisé à côté de ça, parce que j'étais athlète olympique et puis champion du monde. Donc cela, en plus de tout ce que tu viens de décrire, le fait que vous êtes athlète également, vous comprenez, lorsqu'il y a un record qui a été brisé, lorsqu'il y a un championnat qui a été gagné, vous comprenez que même l'inter-olympique, tout ce qui se passe, tout ce qui gravite autour des Jeux olympiques et avant, est tellement important également. Donc, dans mon cœur et dans mon esprit, et aux autres personnes, j'étais toujours la fille qui était tombée. J'étais toujours, J'avais toujours l'impression que c'était difficile pour moi de prêter attention à tout cela parce que je n'avais jamais gagné une médaille olympique et personne ne le voyait jamais parce que euh, les Olympiques ont tellement pris de la place, au moins aux yeux du public. Donc maintenant que j'ai 41 ans, je vais vous dire, no- notamment, je vais vous dire où je suis rendu dans ma vie. Je me sens tellement fier. Je suis tellement fier de tout ce que j'ai fait et réalisé sur les terrains et le fait de ne pas avoir décroché une médaille olympique, de n'avoir jamais participé à une finale. Dans mon cœur et dans mon esprit, cela ne, cela ne vient pas obstruer, cela ne vient pas annuler toutes les autres choses que j'ai faites de magnifiques, d'intéressantes, d'extraordinaires. Donc je me dis, oui, j'aurais aimé avoir une médaille olympique, mais bien, ben, dis-toi, tu as quand même été sensationnel. Donc oui, je pense que je suis d'accord, c'est facile pour des gens, pour les fans, de pour n'importe qui peut voir la situation de l'extérieur, de dire, OK, de choisir ce moment-là, alors que, en vérité, vous n'avez aucune idée de ce que ça coûtait à cette personne d'arriver à ce moment-là. Donc, c'est des heures, des milliers d'heures de détermination, d'entraînement. Et puis, vous avez tellement d'autres titres que vous avez décrochés. Et quand vous en parlez, que vous rentrez un tout petit peu dans les détails de ce travail que vous avez dû accomplir pour arriver aux Jeux olympiques et un certain nombre d'autres compétitions dans votre mémoire, My Mother's Daughter. Donc, je pense que ce livre est absolument incroyable et intéressant à lire pour plein de raisons. Mais je voulais vraiment qu'on parle un tout petit peu du lien tellement solide que tu as avec ta maman, Catherine, parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de lire ton livre, je pense que tu ne te retiens pas du tout lorsque tu commences à décrire les difficultés qu'elle a dû traverser quand elle a commencé sa vie à Saint-Lucia et les sacrifices qu'elle a dû consentir avant de se rendre au Canada et commencer une nouvelle vie. Et toi aussi étant le résultat de tous ces sacrifices. Alors, quelle est la nature de tes rapports en ce moment avec ta maman, notamment,
étant donné que tu es toi-même une maman en ce moment, et maintenant que tu peux regarder en rétrospective et voir un tout petit peu des sacrifices qu'elle consentait et que tu ne comprenais pas des fois quand tu étais une toute petite fille. Et oui, quand on parle du parcours de sa maman, et je pense qu'on a parlé également de ton parcours, et puis j'ai l'impression, et je pense que toi aussi, tu dois partager ce même point de vue. On a une différente perspective en ce moment. La perspective qu'on a en tant que maman, en tant que femme, change au fil du temps. Et puis l'appréciation que j'ai pour le parcours de ma maman, pour ses tribulations, ses difficultés dans la vie. Donc, je pense que ma relation avec ma maman est la meilleure, est vraiment la meilleure relation que j'ai jamais pu avoir. J'ai souvent été éloigné de mon mari et de ma fille à cause des Jeux Olympiques, mais ma maman, elle prend soin de ma fille. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ma maman est arrivée au Canada toute jeune, adolescente, et puis elle a laissé deux enfants. Elle a laissé deux enfants derrière elle. J'étais un de ses enfants. Elle a laissé ma grande sœur également. Et elle a pu le faire parce que ma grand-mère, sa maman, lui a dit: rends-toi au Canada. Je pense qu'il pourrait avoir de l'opportunité là-bas. Je ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Je vais m'occuper de tes deux enfants, mes petits-enfants. Et puis, je suis en train de me dire, je suis ici en train de travailler ici, et puis mon enfant est gardé par ma maman. Ma maman a 60 ans et plus, ma fille a 3 ans, et tout le monde qui connaît à quoi ressemblent les gamins et les gamines de 3 ans, vous pouvez savoir que c'est des boules d'énergie, c'est des boules de feu. Donc, mais ma maman, elle est là, et j'aime ma mère, et je l'aime encore plus. Pour cela, j'apprécie tout ce qu'elle a pu apporter dans ma vie. Et je vais te dire que le fait d'écrire ce roman et de me renseigner sur la vie de ma maman, parce que j'ai dû chercher des travailleuses sociales, j'ai cherché des personnes qui l'ont sponsorisé, j'ai parlé avec des personnes, des milliers de personnes qui étaient avec elle, qui l'ont connue quand elle est partie de Sainte-Lucia, étant adolescente. Et puis j'ai ma biographie, mon père biologique que je ne connais pas jusqu'aujourd'hui, qu'il a abandonné tout simplement. Et puis elle arrive ici, elle travaille en tant que babysitter avec moi. Donc, au fur et à mesure que je rentrais dans l'histoire de ma maman et le fait d'être chercheuse et reporter, je me suis séparé tout petit peu du fait que j'étais sa fille. Et puis, j'ai essayé de vraiment aller enquêter dans cette histoire, de chercher. Et donc, j'ai eu ce sentiment quand j'étais en train de me renseigner sur la vie de ma maman, et quand j'écrivais cela, je me suis séparé, je me suis détaché de cette histoire. Et maintenant que je suis une maman, parce que j'ai rédigé ce bouquin avant d'être maman, et maintenant que les gens lisent, il y a une scène en 80 où ma maman est domestique, elle a son enfant à Saint-Lucia, elle est enceinte de moi, mais son travail est lié au fait qu'elle est sponsorisée en tant que travailleuse, en tant que domestique dans son emploi. Donc, elle travaille pour une famille appelée les Harris, et donc ils acceptent qu'elle reste et qu'elle travaille même si elle est enceinte. Donc, elle travaille toujours à temps plein, elle a travaillé tout au long de sa grossesse. Donc, ma maman a une grossesse de 9 mois, c'est moi qui suis dans son ventre en fin d'été de août 80. Et puis, elle toque à leur porte parce qu'elle elle est rentrée en travail. Donc, elle toque à la porte. Et donc, son employeuse, Madame Harris, dit ben, il est trop tôt, ce n'est pas normal que vous soyez en retard. Donc, ma mère, elle est en plein travail, elle n'a pas de permis de conduire, elle n'a pas de voiture. Elle appelle un taxi. Et puis, finalement, je pense qu'à un moment, Madame Harris s'est sentie un peu coupable. Alors, elle a dit OK, ben, Catherine, je vais vous conduire. Donc, c'est curieux pour moi, des fois, de voir ben, voilà dans quelles circonstances je suis arrivé dans le monde. Mais je suis en train de raconter l'histoire, comment je suis né, et je l'apprends également au fur et à mesure. Donc, voilà, elle a choisi le taxi, et c'est à ce moment, l'année où j'ai publié ce livre, je me suis dit, OK, d'accord, c'est inacceptable que quelqu'un ait à prendre un taxi. Donc, avant qu'elle le conduise, ma maman, pour qu'elle aille accoucher à l'hôpital, ma maman devait cuisiner. Elle devait faire des sandwichs. Et puis elle est en travail, et puis son employeur va la conduire, et donc elle doit les découper, et puis ils mangent leur pain sans croûte et tout ça. Donc elle a déjà enlevé la croûte et tout cela, elle a découpé, et puis elle les a emballés dans des mouchoirs humides, et puis elle les a mis au congélateur pour que
pendant qu'elle sera à l'hôpital, parce qu'à l'époque, vous pouviez être à l'hôpital pendant des jours et des jours. Donc, pendant des jours, ils avaient ces sandwichs. Donc, voilà ce que j'ai eu. Voilà comment est-ce que je suis venu dans ce monde. Donc, quand vous apprenez ça de vos origines, quand vous apprenez la façon indigne avec laquelle on a traité ta maman, donc il y a une nouvelle appréciation que j'ai pour elle. Et puis, je me suis dit, OK, elle était en travail comme ça. Et puis, moi, je ne pourrais même pas aller en travail comme ça. Comme vous l'avez dit, j'ai une fille de 3 ans et comme j'étais en travail et récemment, et je me rappelle à quel point c'était inconfortable, je mets vraiment à la place de votre mère. C'est terrible. On ne peut même pas décrire ni résumer le sacrifice consenti par votre mère pour vous. Et il y a aussi une partie du livre que je voulais aussi lire, parce que tout en sachant les épreuves que votre mère a dû traverser, à combien elle a dû avaler sa fierté pour avancer dans la vie, pour vous et pour vos frères et sœurs. Là, j'étais au sommet du monde 20 ans après que ma mère ait trouvé une façon d'arriver au Canada, représentant le pays qui, pour elle, nous offrirait des opportunités. Est-ce que ma mère avait déjà imaginé que la vie serait aussi merveilleuse, alors que même si on nous avait traités de façon difficile, ces mots ne nous définiraient jamais. Alors c'est une question de sacrifice. Je sais que ce n'est pas la seule mère qui s'est sacrifiée pour son enfant. Voilà pourquoi on peut tellement se relier à ce livre, parce que moi, quand je pense à mes grands-parents, combien ils se sont sacrifiés. C'était des immigrants, ils sont arrivés des Philippines et mes autres grands-parents sont venus de la Jamaïque. Et les histoires des immigrants, c'est tellement réel au Canada. Et je sais qu'il y a tellement tant de personnes qui nous écoutent ce soir, qui pensent à quelqu'un et elle est tellement forte. Je voudrais poser une question provenant d'un des élèves, Rina. Comment est-ce que le découragement, c'est-à-dire l'absence d'éducation, a eu un effet sur votre éducation? Et quels seraient vos conseils à donner à des athlètes qui se présentent dans de grandes compétitions et qui n'ont peut-être pas très bien réussi dans leur course? Alors, je vais vous demander de répondre à ces questions. Ça fait beaucoup. Et vous et votre mère, vous avez traversé tellement d'épreuves. Alors, ma mère adorait l'école, mais avant qu'elle devienne maman, comme adolescente, elle a dû quitter l'école pour gagner sa vie. Et toute ma vie, ma mère disait: parle-nous de l'éducation. Nous parlait toujours de l'éducation. Elle nous parlait de son amour pour l'école. Donc ma mère était allée jusqu'à la 6e année. Et j'essaye de ne pas être trop émotive. Pendant longtemps, ma mère nous disait c'est votre accès. Et elle aussi s'assurait que j'étais une bonne athlète, et ça, c'était l'autre voie d'accès. Et vous connaissez les familles antillaises. On est plein d'amour et on hésite, on ne mâche pas nos mots. Et ma mère savait que parfois je faisais des erreurs, mais elle et elle me disait ne me fais pas honte, ne te laisse pas abuser par un homme, ne tombe pas enceinte si tu n'es pas mariée.
Et c'est ce qui est vraiment remarquable à propos du parcours de ma mère. Elle a suivi sa voie et elle s'est assurée que ses enfants en feraient davantage. Alors, lorsqu'on parle des athlètes qui se lancent dans la compétition, parce que vous savez, il faut avoir un autre objectif, parce que ça ne dure pas éternellement. Il faut avoir une raison au-delà du sport. Et toute la raison, pour moi, c'était être championne. Voilà. Et si ça n'avait été que cela, j'aurais échoué. Alors, bon, alors ça peut ne pas être votre mère, ça peut être vos grands-parents. Et vous savez qui sont ces personnes dans votre entourage. Ce n'est pas nécessairement un parent biologique. Peu importe. Vous savez qui sont ces personnes. Et vous devez avoir un autre objectif que votre travail. Et même si nous sommes des mères, on doit avoir un objectif qui va au-delà de la maternité et de notre mariage. Il faut aller au-delà de cela. Peu importe quelle est l'industrie, quelle est votre description de poste, peu importe, il faut aller au-delà de cela. Alors, pour moi, ce à quoi je reviens toujours, ma mère m'a enseigné cela. Lorsque, comme je le dis dans le livre, ma mère m'a dit, lorsqu'on a téléphoné à ma mère, lorsque je suis tombée aux Olympiques, ça ne m'a pas enlevé la douleur. Toute personne qui a déjà vécu un traumatisme ou une perte, vous voulez que la douleur s'évapore, mais vous ne pouvez pas la faire disparaître. Mais si vous voulez un petit peu l'atténuer pour que vous puissiez continuer, pour que vous puissiez avoir un autre moment, un autre jour. Et c'est ce qu'a fait ma mère pour moi. Elle m'a dit, alors, je me suis dit, ma mère me dit, je suis plus que cela. Je suis plus que cela, je suis plus que cela. À ce moment-là, j'ai pu respirer. Et voilà ce qu'a signifié ma mère pour moi dans ma vie. Et là encore, vous dites, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'elle a trouvé les mots pour vous réconforter, mais ça montre toute sa force. Vous avez tellement bien réussi à évoquer sa force. Et ce que je trouve si beau, c'est que lorsque vous parlez de toutes ces épreuves, en particulier tout ce qu'on lui a enlevé quand elle était enfant, parce qu'elle a dû devenir adulte par nécessité, mais quelques décennies plus tard, elle est là et elle retire les fruits de son travail, pas seulement à travers sa fille, mais à travers ses petits-enfants, à travers votre fille. Alors, elle a façonné, modifié toute une génération, une lignée, et ça, c'est vraiment puissant. Oui, je suis très heureuse que vous ayez mentionné cela. Et je vais faire un documentaire sur ma mère. Il faut que je le fasse. Je crois que d'ici 3 ou 5 ans, parce que ce que vous venez de me dire, c'est l'essentiel de tout cela. Et c'est pour cela que parfois, on a des actes de bonté, mais on ne comprend pas quel est leur impact. Alors, je reviens à ce que je voulais dire. Par exemple, la maison d'hébergement d'Ennis, où on a dû aller là lorsque j'étais jeune avec ma mère. Et parfois, vous donnez de l'argent, vous donnez du pain, vous donnez des vêtements, mais vous ne comprenez pas où s'en va ce dollar, où est allé ce repas, où ce sourire et s'assurer que la personne qui fait le ménage dans le bâtiment où vous travaillez ou quels que soient ses emplois, parfois on pense « Oh, je ne voudrais pas les faire ». La dignité que vous conférez à cette personne, et cette personne travaille pour changer une génération, elle travaille fort. Ces personnes travaillent pour faire un changement. Et donc, ce que vous dites à propos de ma mère, qu'elle a à propos de ma mère, oui, c'est exactement ça. Alors,
Ma mère a 17 petits-enfants et je regarde mes frères et sœurs. Nous avons des carrières, des emplois excellents, nous avons de bonnes relations, nous sommes propriétaires de notre maison, de notre voiture et je regarde comment Nova va grandir. C'est très différent de mon enfance. Et ma mère, elle a choisi, elle a changé tout cela par elle-même. Et regardez-nous devant les livres de Barack et de Michelle Obama. Ma mère a changé une génération. Parfois, on célèbre des gens qui sont millionnaires, qui sont riches, qui sont allés à Harvard. Mais on ne célèbre pas les personnes parmi nous qui ont le plus grand impact. Et si je regarde mes frères et sœurs, lorsque j'ai rédigé le livre, ma nièce et mon neveu ne savaient pas du tout. Ils disaient « Oh, mais ma tante, on ne savait pas !» Parce qu'ils n'ont jamais dû aller à une maison d'hébergement pour femmes violentées. Ils n'ont pas eu à s'enfuir parce que leur père les avait jetés à la rue au beau milieu de la nuit. Alors là, ils ont été stupéfaits. Ma mère a changé une génération et c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Voilà pourquoi, là où j'en suis, là où on est, ma sœur, ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Parce que les souffrances de cette génération ont pris fin. Maintenant, je vous pose une autre question. Qu'est-ce que vous avez appris de votre mère et qu'est-ce que vous avez appris à propos de sa vie lorsque vous avez écrit ce livre? Vous avez fait beaucoup de recherches. Vous avez aussi parlé de votre relation avec votre père parce que vous n'avez rien caché. Il y a des vérités assez laides dans ce livre. Parce que ce mémoire, ce livre, l'histoire de votre mère, ce n'est pas toujours souriant. Et oui, il y a tellement de réalisations, tellement de récompenses, mais il y a aussi des épreuves et de la tristesse et de dure réalité dans ce livre. Oui, je crois que des gens qui pensent « Oh, Perdissa Félicien, oh, elle écrit son mémoire, elle va parler des Olympiques. » Et en fait, il faut arriver jusqu'à la fin pour parler, pour voir qu'on parle de sport. En fait, il s'agit plutôt de la saga de ma mère. Il s'agit de générations multiples et de superposition. Vous entendez parler de mon parcours, de mon expérience de sport, mais beaucoup de personnes peuvent se relier à ce livre. Peu importe quelle est votre race, peu importe quel est votre stade, on peut vous relier à la résilience parce que vous voulez que la meilleure génération, que la prochaine génération ait une meilleure vie. Et comment est-ce qu'on se relève après être tombé? Voilà des thèmes qui pour moi sont universels. Et j'ai abordé des sujets difficiles dans ce livre. En fait, j'ai deux pères. J'ai le père biologique qui m'a permis d'exister biologiquement, que je n'ai jamais rencontré. Et jusqu'à présent, si vous le mettiez à côté de quelqu'un en ligne, je ne pourrais pas le reconnaître. Et cela a un impact sur moi. Et il y a aussi l'homme qui m'a élevé, qui est mon père, que j'aime. Et c'est le seul père que je connaisse qui s'appelle Bruce. Mais au début de mon enfance, je savais que Bruce a été abusif envers ma mère et j'ai dû composer avec cela. Et je sais que, oui, effectivement, j'aurais pu trouver que c'était une expérience différente. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si j'avais vraiment épuré mon livre, je n'aurais pas raconté la vérité et je n'aurais pas découvert qui je suis comme femme. Et j'ai dû raconter mon histoire. Oui, j'avais 6 ans et mon père était sur le point de jeter ma mère à la rue et j'ai dû aller chercher tout ce qui appartenait à ma mère, son sac à main, son parfum et son manteau et j'ai dû aller les récupérer
Alors, est-ce que mon père est encore vivant? Oui. Est-ce qu'il a lu le livre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on parle du livre? Non. J'aime mon père et le fait de reconnaître que j'aime mon père n'excuse pas son comportement envers ma mère. Alors même dans le passage que vous avez lu, vous avez dit que je voulais que ma mère sache que toutes les étiquettes que nous avait accolées, la façon dont on avait été stigmatisé parce qu'on était sans abri, parce que on nous traitait de bâtards, parce que j'avais parce que lui, Bruce, il traitait ma mère de bâtarde. Et vous avez 6 ans et vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et j'étais tellement curieux quand j'avais 5 ou 6 ans. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire bâtard? C'est pas bon. Qu'est-ce que c'est bâtard? Et ça m'a pris un certain temps pour aller regarder dans un dictionnaire et j'ai dit, ah, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Mais j'ai un père, j'ai un papa. Mais il lui disait à elle, il l'insultait et il la dévalorisait. Et pour moi, j'aurais pu effectivement ne pas mettre ça dans le livre, mais je savais que c'était la vérité de notre existence. Et j'ai demandé à ma mère la permission d'écrire ce livre parce que lorsque vous venez des Antilles de l'Ouest, attention, on ne lave pas son linge comme cela hors de la famille. Et oui, on reste fidèle à sa culture. Alors, j'ai réuni toute ma famille, même les enfants de mes frères et sœurs, et j'ai demandé à tout le monde la permission. Je voulais tout d'abord la permission de ma mère, mais tout le monde m'a donné sa bénédiction, et en particulier ma mère. Alors, pourquoi est-ce que ma mère a acquiescé? Pourquoi est-ce qu'elle m'a autorisé à être aussi honnête et franche dans ce livre? Elle m'a dit 2 choses. D'abord, je crois que ma mère savait que je recherchais mon identité. Je suis à moitié nigériane. Non, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je viens de Sainte-Lucie, je suis canadienne. Donc, elle savait que j'essayais de récupérer, de recouvrer toutes ces identités noires. Donc, à titre de femme, c'est ce que je voulais faire. Mais la principale raison pour laquelle ma mère m'a donné la permission d'écrire ce livre et de raconter mon histoire, elle m'a dit, Perdita, j'ai vécu la violence familiale, j'ai été dévalorisée, j'ai été dépréciée. Toi et ta sœur et moi, nous avons vécu dans une maison d'hébergement pour femmes violentées. Regarde où on en est maintenant. Notre vie a changé. Je ne suis pas la première femme et malheureusement, je crois que je ne suis pas la dernière femme à vivre cela. Et si tu peux démanteler la honte et la stigmatisation des femmes victimes de violences ou des femmes à qui on dit oh là là, tu n'es pas une bonne femme parce que tu as commencé ta vie comme ça, elle m'a donné la permission de donner l'occasion aux femmes de récupérer leur pouvoir. Donc, mon livre s'adresse aux femmes et aux enfants comme nous. Et si vous lisez le livre, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Absolument. Et vous parlez du fait que, de toute l'idée qu'elle devait toujours être forte, tout le temps. Et tant de femmes de couleur, tant de femmes noires doivent assumer ce poids. Le fait de devoir endurer cette réalité et de continuer coûte que coûte. Ce que je dénote dans votre relation avec votre mère, c'est qu'il y a maintenant, il y a une certaine douceur. Oui, vous avez traversé cela, mais ce n'est pas votre identité et ce n'est plus la situation dans laquelle vous êtes. Ça ne nous a pas définis. Et en écrivant ce livre, en couchant cela sur papier, ça a vraiment solidifié cela. Il y a quelque chose de beau là-dedans, en particulier lorsque vous racontez l'histoire d'une femme qui navigue entre les écueils de la vie pour éduquer sa fille noire. Absolument. Et il y a aussi autre chose. Je donnais une entrevue à propos du livre et
Et je pense que les livres doivent être critiqués. Il y a des livres que vous aimez, vous essayez de comprendre ce qu'a fait tel ou tel personnage, vous dites: «Oh, je n'aurais pas écrit ça pour cela». Et grâce au ciel, mon livre n'a pas reçu de critique, mais j'avais une entrevue avec la PDG d'Indigo et elle m'a dit: «Vous et votre mère, pardon, vous étiez vraiment troublés». Ils n'ont et mais il y aurait pu avoir davantage de rage, vis-à-vis de Bruce ou vis-à-vis de la famille Harry et oui, peut-être que le livre en aurait été plus juteux, si vous aviez, assisté à cela. C'est vrai, mais je devais raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et ma mère n'est pas en colère. Il y a une douceur chez elle. Et il y a quelque chose qui a toujours été comme cela, et c'est l'armure de ma mère, l'énergie positive, l'attitude positive. Elle voit les côtés positifs de la vie. On est même dans les situations les plus difficiles. C'est l'armure de ma mère, c'est son super pouvoir, et c'est ce qui lui a permis d'avancer dans la vie. Si ma mère s'était concentrée sur ce qu'elle n'a pas, sur la façon dont on la traitait, sur le fait que des gens avaient profité d'elle comme employée de maison, elle n'aurait pas pu construire sa vie, elle n'aurait pas pu construire la vie de ses enfants. Ce venin, cette colère l'aurait entravée. Et ma mère n'est pas ce genre de personne. Alors, il y a des gens qui pensent que je devrais avoir plus de colère vis-à-vis de mon père. Moi, je dis que rien n'excusera jamais son comportement. C'était il y a des décennies. Mais la raison pour laquelle j'aime mon père, c'est parce que ma mère a toujours fait preuve d'amour et elle a toujours positivé. Et ma mère et moi, on est différentes. Alors, il y a des fois des gens qui se passent et parfois je dis à ma mère, mais alors, est-ce que tu ne pourrais pas insulter cette personne ou te fâcher? Mais on est différentes. J'apprécie cette douceur chez elle. Parfois, je voudrais être plutôt comme elle parce que moi, je suis capable d'engueuler quelqu'un. Mais parfois, nous, comme femmes noires, nous portons ces poids. Alors, voilà pourquoi je vais dire cela. Il faut qu'on ait ces conversations et il faut qu'on soit dans des espaces où, vous et moi, à titre de femme noire, on peut parler de nos expériences et de nos souffrances. Et il faut que d'autres personnes, d'autres communautés nous écoutent. Peut-être que vous n'êtes pas capable de vous relier à cela, mais vous écoutez. Et cela vous permettra de comprendre les difficultés et les épreuves de cette communauté. Vous pourrez ainsi être une meilleure personne et un allié. Et donc, on pourra comprendre mutuellement nos luttes, nos épreuves. Et parfois, ça va si on ne sait pas, si on ne comprend pas, mais c'est mieux d'écouter, c'est mieux de dire je vais recueillir l'information, je vais poser des questions, je vais dire Taylor, à titre de femme noire, qu'est-ce qui vous pose problème dans le monde du travail pour qu'on puisse faire des changements, pour que les gens puissent vous défendre, pour vous élever, pour que des gens disent non, absolument pas, il n'en est pas question. Mais voilà pourquoi ces forums, ces conversations sont tellement importantes pour qu'on comprenne les obstacles que nous rencontrons mutuellement. C'est vraiment essentiel. Tout à fait. Et ce que vous ne dites pas nécessairement tout fort, mais ce dont on doit parler lorsqu'on lit ce livre, c'est la santé mentale, parce qu'on ne peut pas vivre cela, ce que vous avez à titre d'enfant, ce que vous avez vécu, ce qu'a vécu votre mère, votre père, vos frères et sœurs. Il faut parler de santé mentale, et cela transcende toutes les distinctions de race ou de genre, de nationalité. Alors,
Je pense que lors de ce parcours, vous avez dû réévaluer votre santé mentale lorsque vous écriviez le livre. Alors, ce que j'ai vécu n'est pas normal et traumatisant, mais j'ai traversé ces épreuves. Je pensais que c'était normal parce que c'était ma réalité, mais il y a vraiment des choses que je dois déballer. Est-ce qu'on a une autre heure? Ça, c'est le fait d'être un enfant et d'être l'environnement où je me trouvais. C'était ma normalité. C'était ce que je connaissais. Et je ne connaissais rien d'autre de différent. Mon père qui coupait le fil du téléphone pour que ma mère ne puisse plus parler à personne, et il emportait le téléphone au travail pour qu'elle ne puisse pas s'occuper de l'enfant qui était sous sa responsabilité. Mon père qui s'assurait qu'il arrachait tous les fusibles pour qu'il coupait l'eau, pour qu'on n'ait plus d'eau, plus d'électricité lorsqu'il était parti, parce que j'avais une mère qui était forte, qui n'avait pas les ressources ni le temps de rester les bras croisés. On a lutté pour arriver au niveau suivant, Alors là, elle avait un appartement à Pickering, et maintenant, alors on était seuls, mais comment est-ce qu'elle payait ses factures? On n'avait pas le temps de parler de sentiments, de santé mentale. Ma mère nous a tirés et jusqu'à au niveau suivant au palier suivant de notre vie. Alors, à propos de la santé mentale, lorsque j'ai fini par comprendre ça, c'est ce que vous avez dit. Je poursuivais ma vie. J'allais dans la maison de mes amis, qui étaient des maisons très différentes. Et il y avait un petit signal qui me disait: oh là là, tiens, votre père ne se comporte pas comme le mien, mais vous avez 11 ans. C'est maintenant, après avoir écrit le livre, maintenant que j'ai plus de 40 ans, qui est là, que je me dis: ah, c'était vraiment une famille dysfonctionnelle. Et je vais l'admettre, je n'ai pas encore suivi de séance de counseling pour cela. Et je sais que ce que je dois vraiment déballer avant que ma fille Nova commence à me poser des questions, et avant qu'elle devienne une jeune femme, il faut que j'explore mon identité biologique du côté paternel. C'est une facette que je dois déballer, parce que pendant longtemps, moi je suis originaire de Sainte-Lucie, je suis canadienne, mais si vous avez lu le livre, que biologiquement je suis pour moitié originaire du Nigeria. C'est une belle culture, mais j'ai des amis qui sont du Nigeria et je les aime. Mais je ne m'identifie pas à cela. Et il y a une partie de moi qui dit: attention, c'est problématique que tu ne puisses pas en faire l'expérience ou poser des questions là-dessus. C'est un endroit où tu ne veux pas aller. Et je dirais que c'est depuis 3 mois, 6 mois, ça fait même pas 1 an que mon livre est paru. Et je ne peux vraiment pas aborder cela. Bon, mais on est là, hein, on fait cela. Et j'admets cela envers moi-même, et je partage cela parce que je suis une période très transparente, et peut-être que ça va soulager quelqu'un. Je ne pense pas à mon père biologique, il s'appelle David. Peut-être 2 fois dans ma vie, j'ai pensé à lui, mais quand j'étais adolescente. Mais je sais pourquoi maintenant, pourquoi je ne le reconnais pas, et pourquoi que je ne reconnais pas la moitié de mon origine biologique. C'est parce que de toute façon, je lui dis d'aller se faire F, etc., etc. Et parce que je veux dire, on n'avait pas besoin de toi, on ne te voulait pas, ma mère s'est débrouillée, tu ne me mérites pas, tu ne nous mérites pas. Ça, c'est de l'ego. C'est pour me protéger, mais c'est comme ça que je me sens. Et si j'explore cette facette de moi, ça veut dire que je dois le reconnaître. Mais ceci étant dit, la maternité, c'est la maternité. J'ai une petite fille de 2 ans qui va bientôt avoir 3 ans. Un jour, elle va me poser des questions. Un jour, Nova
va me poser une question à titre de femme. Elle va me demander qui était ce grand-père qui a disparu. Elle connaîtra mon origine biologique. Qu'est-ce que je dirai à Nova? Qu'est-ce que je vais dire à Nova? Et parfois, dans mon livre, je parle du fait que ma mère n'a pas été rechercher mon père biologique. Alors, je dis, est-ce que je ne devrais pas rechercher des réponses? Parce que, si Nova me dit, alors, est-ce que tu es nigériane? Est-ce que je devrais recueillir des réponses pour elle? Alors, ça sera peut-être le documentaire que je vais faire. Alors, mais je sais que dans la communauté des Antilles de l'Ouest, on commence à s'ouvrir à la thérapie, à la santé mentale, on se tourne vers Dieu. Donc, je confie cela à Dieu, mais Dieu comprend aussi qu'on peut avoir besoin d'aide. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en remet pas à Dieu si on a besoin de thérapie. Donc, c'est ces choses qu'on doit gérer au quotidien en ce qui concerne la santé mentale. Donc, oui, vraiment, vous avez évoqué tellement de choses. Malheureusement, si on avait une heure encore, il y a tellement de choses encore à se dire. Mais c'était en mémoire tellement bien rédigé et j'ai appris énormément des choses sur toi. Et j'ai l'impression que c'est un privilège pour moi, vraiment. Je suis content parce que tu t'es vraiment dépassé, tu t'es révélé, tu t'es dévoilé, ainsi que ta mère aussi, sa vie, pour que le monde puisse la connaître et comprendre exactement votre réalité. Et même ce soir, et je pense que peut-être les gens pensaient qu'on allait parler des records que tu es allé chercher. Et oui, bien entendu, on en a parlé et puis elle en a. Donc, mais je pense que il y a tellement de choses à toi et à tes réalisations dans la vie. Et c'est le vrai aussi, c'est ce qui c'est également vrai des autres athlètes dans la vie, comme LeBron James, comme d'autres athlètes qu'on connaît. Et donc, je suis heureuse que ce soir qu'on ait pu quand même décomposer, retourner un peu en arrière et savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Et maintenant, on va peut-être laisser la place un peu à quelques questions en direct. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent, il y a des personnes qui veulent peut-être poser des questions en direct. Et donc, voilà la première question. On va tout simplement rentrer un tout petit peu dans le monde athlétique. Donc, la question est de savoir, est-ce que vous avez une question concernant le fait qu'on devrait avoir un âge minimum pour les athlètes olympiques? C'est vraiment une bonne question, notamment pour toi, parce que tu étais très, très jeune lors de ta première participation aux Jeux olympiques. Je pense que j'avais 19 ans et puis j'ai eu 20 ans pendant que je voyageais et que je me rendais aux Jeux olympiques. Donc, oui, je pense c'est ça. Donc, j'aimerais dire à la personne, je pense que la personne qui pose cette question aimerait poser une question concernant Kamila Valieva, qui est russe et qui a 15 ans. Tout le monde connaît l'histoire. En fait, pour vous donner la petite histoire, en fait, elle a 15 ans et puis il se trouve que avant de se rendre à Beijing, elle avait été testée positive à une substance interdite. Et donc, selon les principes et les lois, elle ne devrait pas participer. Elle a 15 ans et puis elle s'est retrouvée au milieu d'une tempête. Elle a 15 ans, elle a été autorisée à compétir sous certaines conditions et elle n'a que 15 ans. Donc, maintenant, je vais peut-être vous révéler un peu quelque chose. Donc, même si elle était numéro 1 et puis son programme a pris fin aujourd'hui, donc elle allait probablement gagner une médaille en or, mais ce qui s'est passé, c'est que on a dit si elle y allait, on n'allait pas avoir une cérémonie de remise de médaille pour n'importe qui. Et donc, si elle est en compétition aujourd'hui, et c'était vraiment difficile, donc si on enlève l'aspect de drogue, la mère en moi, l'humanité en moi, voyez juste la petite fille de 15 ans, le fait qu'elle se drogue d'elle-même, c'est tellement peu probable. Donc, je pense qu'il doit y avoir un adulte dans sa vie qui tire la ficelle. Donc, si vous me posez la question, elle a 15 ans, est-ce qu'elle a le droit de participer aux Jeux olympiques? Oui, je pense. Je pense qu'une jeune de 15 ans est capable et peut participer. Je ne pense pas qu'il devait avoir une limite d'âge. Et par exemple, quand vous voyez, par exemple, le skate et la gymnastique, il pourrait peut-être avoir une limite d'âge, mais le fait ici qu'elle a 15 ans, je pense qu'il doit y avoir des jeunes autour d'elle. Donc, si vous me posez la question, je dirais plutôt qu'il y a un abus là-dedans. Elle a été abusée peut-être. Et puis,
il y a quelqu'un qui tire les ficelles et je ne pense pas qu'elle a fait quelque chose de mauvais d'elle-même parce que les gens de son âge ne pourraient pas faire ça de leur propre chef. Donc parfois, on voit juste les athlètes, on les punit, mais on ne punit pas le système qui entoure ces athlètes et ces institutions qui parfois vont sponsoriser ce dopage à niveau étatique. Donc je pense que 11, 12 ans, oui, c'est peut-être trop jeune, mais si vous avez les bonnes personnes autour de vous, je pense que les athlètes peuvent profiter du moment et vraiment se surpasser, se dépasser. Et dans ce cas, vraiment, je pensais qu'elle était trop jeune pour devoir vivre cette situation qui m'a tellement brisé le cœur. Donc oui, je pense que vous avez raison, quel que soit le niveau de maturité que vous voyez devant un écran, mais une enfant de 15 ans avec toute la planète qui la regarde. Et même pour ne pas oublier l'autre aspect des choses, et dépendamment du sport que vous exercez, vous parlez par exemple du sommet de votre art. Donc, des fois, vous êtes au sommet plus jeune. Donc, des fois, on se pose la question, est-ce que vous ne passez pas à côté d'une chance lorsque vous commencez à vous limiter en termes d'âge, alors que les Jeux olympiques, ça arrive tous les 4 ans, donc une fois tous les 4 ans. Donc, deuxième question. J'ai adoré votre livre ainsi que votre commentaire aux Jeux olympiques d'été. Est-ce que vous allez rédiger un autre livre? Ah, bah, j'adore cette question. Ça veut dire que vous êtes prêt à acheter un deuxième livre déjà? Oui, bien sûr. Il y a donc un deuxième livre qui est en cours, mais je suis un peu coincé. J'ai le syndrome de la page blanche, donc tout est presque rédigé. J'ai commencé en 2020 à rédiger un livre et puis je me suis arrêté. Il y a eu la COVID, c'était un peu difficile et puis je n'ai jamais pu reprendre parce que je ne savais pas ce que j'allais vous raconter dans ce deuxième livre parce que ça parlait de ma vie de mère et de mon parcours d'athlète. Vous savez, le fait de gérer ma vie, le travail et tout. Et puis, Kayla également, je pense qu'elle a un livre dans son âme et je continue à l'encourager. On va parler de ça hors ligne, bien entendu, parce que je pense que toi, en toi-même, t'es un livre également. Et puis, un jour, tu devrais trouver le courage de rédiger et de raconter ton histoire. Oui, je le pense. Donc, parlant de ma vie de mère et le livre, selon moi, j'avais tellement d'histoires à raconter. Je voulais parler de ma vie de mère. L'exemple, la transition de l'athlétisme à ma carrière actuelle a été tellement réussie. Mais ce n'était pas le fait du hasard. Il y a des choses que j'ai faites pour préparer ma transition. Et puis j'ai des leçons que j'ai apprises. Et puis je me disais, je pouvais mettre tout cela ensemble dans un livre ou dans un ouvrage. Mais la semaine dernière, au Flash Info, j'ai juste eu un moment comme ça d'inspiration. Je sais déjà exactement de quoi il sera question dans ce livre. Je sais déjà exactement quel sera le sujet. Et je vais essayer de le vendre cette année. Peut-être qu'il y aura une annonce. Je ne vais pas encore vous révéler ce qui va se passer, mais je sais exactement ce que je suis en train de faire. Je sais que je vais aussi produire un documentaire. Peut-être les deux vont sortir ensemble. Donc, je suis toujours en train de réfléchir un tout petit peu. Je nourris des projets. Puis, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, merci. Merci pour cette question. En tout cas, j'aimerais également revenir au fait que, en ce moment, vous êtes littéralement en train de commenter les Jeux olympiques d'hiver. Ce n'est pas votre première rodéo, ce n'est pas votre première expérience. Et je pense que vous avez une perspective unique, tout simplement parce que vous avez vécu les Jeux en tant qu'athlète. Et maintenant, vous êtes d'un autre côté. Vous êtes maintenant commentatrice des Jeux olympiques. Alors, comment s'est opérée la transition, d'abord en tant qu'athlète qui a été athlète de très haut niveau et maintenant vous commentez les Jeux d'hiver. Alors, est-ce qu'il y a eu un peu d'intimidation en comparaison avec d'autres sports ou, que vous aimez peut-être ou sur lesquels vous n'avez pas nécessairement beaucoup de connaissances? Alors, comment ça se passe? Oui, vous êtes athlète, mais ce n'est pas tout athlète qui connaît, par exemple, comment ça se passe au golf ou aux courses en intérieur, en salle, donc ou d'autres disciplines athlétiques en salle. Donc oui, c'est ma première fois de commenter les Jeux olympiques, mais en 2018, je suis allé à Pyeongchang, j'ai couvert 18, près de 19 événements, et c'était vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il faisait tellement froid également, et puis je suis allé à Oxlade, j'avais d'autres disciplines, et puis j'ai appris un peu de 2016. J'ai eu des connaissances générales quand même, mais le fait d'être vraiment dans la zone de reportage, de commenter et d'être co-présentatrice, et puis j'aimerais saluer mon co-présentateur, vous devez avoir un spectre assez vaste de toutes les disciplines. Vous ne pouvez pas tout savoir dans les détails, mais j'allais sur Wikipédia, je commençais à apprendre sur les différents sports, comment est-ce que ça se passait, comment ça s'évaluait, et puis
les gens, et puis je me posais la question, les gens disaient, ben, c'est quoi ce sport et tout. Mais voici ce que je fais. Je me dis toujours, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas besoin d'être parfaite. Tout le monde qui écoute, qui a un travail et qui a une tâche, vous devez parfois être moins dur envers vous-même. Vous devez vous permettre de ne pas être parfait. Donc, c'est ça. Donc, des fois, je commets des erreurs en pleine diffusion, donc en direct, et puis j'accepte, je me rends compte, et puis je pourrais ne pas peut-être bien prononcer un mot, et puis je le reconnais. Et puis je sais qu'il y a des gens qui sont assis dans leur canapé à la maison, qui sont assis dans un bar en train de regarder, en buvant une bière, ils peuvent apprécier cela. Ils peuvent dire, ah oui, mais là, tu viens vraiment de te tromper sur toute la ligne. Oui, et puis quand je viens, je me renseigne, j'ai mes notes, j'arrive préparé. Vous ne pouvez jamais dire que j'arrive sans être préparé ou sans préparation. C'est intimidant. Je le reconnais, c'est difficile ce travail, c'est vraiment mon travail, mon métier de rêve. Et quand j'ai pris ma retraite en 2012-2013, c'était vraiment ça le but. Ça m'a pris 10 ans, mais c'était ça le but ultime. Et puis, une fois de plus, pour encourager tous ceux qui nous écoutent, vous devez semer, vous devez lancer une semence quelque part. Et puis, j'ai demandé les présentateurs télé pendant des années d'avoir l'opportunité. C'était jamais arrivé, mais je me suis préparé, quel que soit votre âge, que vous ayez 60 ans, que vous ayez 90 ans, que vous ayez 15 ans aujourd'hui, que vous soyez ado ou adulte, quel que soit le but ou l'aspiration que vous nourrissez dans votre vie, sachez que vous méritez ce rêve, sachez que vous pouvez le faire, vous pouvez commencer là maintenant, vous pouvez jeter les bases de ce rêve. Ça pourrait vous prendre 10 ans, ça peut vous prendre la moitié de ce temps-là, mais sachez que ça se matérialisera. Continuez à travailler, continuez à y croire, ne lâchez jamais. Donc, moi, quand je deviens présentatrice et que j'arrive préparée, je pourrais être à Mont-Tremblant, je pourrais être là à couvrir d'autres événements, je pourrais être peut-être là à trembloter, être arbitre ou juge, et puis vous me verrez être en train de trembler, mais j'ai fait mon temps et je savais que le jour viendrait où j'aurais ma chance. Et puis, bien entendu, je ne suis pas prétentieuse là, mais je savais que le moment viendrait où j'aurais mes quelques instants de gloire. Oui, ben merci. Et puis, j'aimerais vous poser la question, quel conseil aurez-vous pour des personnes de 11 à 14 ans qui doivent travailler sur les frustrations de leur corps pour travailler dans cette discipline, notamment en cette période difficile? Oh, mon Dieu, toute personne qui a 11 à 14 ans en ce moment, je me reconnais en vous. Il y a de la pression, n'est-ce pas? Il y a tellement des attentes. Et puis, il y a également le côté mature, ces attentes que vous n'avez pas encore. Vous êtes tout jeune, vous êtes au tout début. Et puis, les réseaux sociaux, permettez-moi de vous le dire, à mon époque, grandissant, on n'avait pas les réseaux sociaux, hein, on n'en avait pas. Donc, vous pourriez vous permettre de commettre une erreur dans le sport et puis vous ne reverrez pas cela sur Facebook partout ou sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Donc, j'ai vraiment de l'empathie pour vous et les parents des enfants de cet âge-là. C'est vraiment beaucoup de choses à gérer. Alors, je vais dire donner quelques petits éléments. Alors, avant de vous impliquer dans un événement sportif, que ce soit le hockey, que ce soit la gymnastique, que ce soit la course à la haie, ça pourrait être l'entraînement ou quoi que ce soit. Vous, en tant qu'athlète, vous pouvez le faire avec vos coachs, vous pouvez le faire avec vos parents ou avec vos coéquipiers ou coéquipières. Vous voulez peut-être gagner, n'est-ce pas? Vous voulez peut-être ramener le trophée à la maison ou bien la médaille, je ne sais pas. Mais avant de vous rendre dans l'arène, sur le terrain de jeu, dans votre esprit, dites-vous toujours qu'est-ce qui va être votre victoire à vous. Votre victoire pourrait être que Perdita va donner le meilleur d'elle-même aujourd'hui. Peut-être que le meilleur de moi suffit à aller chercher une médaille. Peut-être que le meilleur de moi suffit à être deuxième ou troisième. Mais c'est ça, vous devez vous fixer un seuil de contentement pour vous. Donc, si vous arrivez à atteindre cet objectif, c'est magnifique. Si vous arrivez à vous surpasser, c'est encore merveilleux. Mais sinon, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous devez également vous dire, même si aujourd'hui, les choses ne se passent pas telles que je les ai prévues, et vous pouvez écrire cela dans votre journal, vous pouvez en parler avant de commencer, même si aujourd'hui, les choses ne se produisaient pas comme je les avais prévues, parce que de toutes les façons, on espère le mieux, n'est-ce pas? Vous pourriez vous dire, je vais apprendre, je vais tirer une leçon de ce qui se passe aujourd'hui.
Mettons par exemple que vous êtes dernier. Mettons par exemple que vous êtes premier. Mais j'apprends une leçon de ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que vous pleurez un tout petit peu, peut-être vous vous sentez mal. Vous avez le droit de vous sentir mal. Vous pouvez accepter, accueillir ces émotions-là. C'est tellement humain. Ressentez toutes ces émotions-là. Mais quand vous avez terminé, retournez, repassez en boucle ce qui s'est passé, puis posez-vous la question, quelle est la leçon à tirer? Et croyez-moi, vous et moi, nous le faisons, vous et moi, nous le faisons souvent, même en tant que présentateur de télé. Des fois, quand j'ai une émission qui ne s'est pas très bien passée, puis je me dis, oh mon Dieu, mais j'ai mal prononcé le nom de tel ou tel personnage. Et puis je reviens, je me dis, ok, j'ai commis une erreur, je me sens tellement mal pour ça, mais c'est quoi la leçon à tirer? Alors, répétez ce nom 10 fois dans votre tête. Relisez votre script. Demandez votre producteur c'est quoi la bonne prononciation pour que vous puissiez retenir la leçon. Et puis à ce moment, je prends cette mauvaise expérience, je la remballe, puis je la jette tout simplement et je passe à autre chose. Donc si vous avez 11 à 14 ans et vous avez un parent aussi qui a un enfant, donc enlevez cette mentalité de la victoire absolue et puis accueillez aussi des fois la victoire. Je ne demande pas qu'on soit médiocre. Non. Non, je ne demande pas qu'on soit médiocre. Et même que si ça arrive, des fois, c'est bon, c'est pas une si mauvaise chose. Donc, des fois, on est tellement accroché à la victoire au point où on n'apprend jamais à perdre et à perdre avec grâce. Donc, je pense que là, vous marquez un bon point parce que quand on ne parle pas de l'échec ou quand on essaye d'éviter l'échec dans la vie, que ce soit sur les terrains ou en classe ou devant les médias, des fois, ça crée une plus grande notion de ce que c'est parce que vous essayez d'éviter cela plutôt que de comprendre et de se dire que c'est inéluctable, ça va se produire et ça arrivera à un moment ou l'autre dans la vie de tout un chacun et qu'on devrait accepter, tirer des leçons plutôt que d'essayer d'éviter cela. Exactement. Great. Oui, ça fait partie de la vie. Excellent conseil. Autre question. Comment est-ce que vous devenez la meilleure personne qui vous encourage en dépit de vos peurs ou de vos déceptions? Vous avez déjà abordé cette question. Oui, et effectivement, c'est important de s'encourager. Alors, tout d'abord, et ça c'est pour tout le monde, peu importe votre genre, peu importe votre âge. Et ça, c'est vraiment une affirmation. Et il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut arrêter. Vous pouvez aspirer, vous pouvez admirer, vous pouvez apprécier la façon dont mène sa vie, ou parle, ou se comporte. Et ça peut vraiment être votre objectif. Je veux atteindre ce niveau. Mais la véritable joie, c'est aimer qui vous êtes, comment vous faites, ce que vous faites, la façon dont vous le faites, et c'est suffisant. Alors, lorsque je suis en direct, moi, je reste fidèle à moi-même. Ou j'entends quelqu'un qui a une belle voix, je dis « Oh, oui, c'est une belle voix, mais de toute façon, c'est la voix que j'ai, et c'est comme ça que je vais me servir de cet outil, ma voix. J'aime cet outil. » Et peu importe si on est en direct ou dans un conseil d'administration, acceptez que vous êtes unique. J'ai été créé de façon unique. Je suis différent ou différente. Et acceptez qui vous êtes. Alors, moi, je vis sur Instagram. Mais c'est le danger des médias sociaux. Parce que nous n'avons tous ces carrés sur notre téléphone, sur notre ordinateur portable, et on ne voit qu'une certaine facette des gens, on ne voit que les bons côtés, et on dit « Oh là là, je n'ai pas cette vie, je n'ai pas cette voiture, je n'ai pas cet emploi, je n'ai pas ce mari », on se compare. Alors, comment est-ce qu'on acquiert sa confiance? Comment est-ce qu'on se débarrasse de sa peur? C'est de la pratique. On se parle positivement comme on parlerait à un ami, mais on a parfois des conversations avec nous-mêmes et on se dit des choses qu'on dirait jamais à notre meilleur ami. Alors, il faut pratiquer cela, s'exercer et accepter que c'est là où on en est. Et de toute façon, vous n'aurez pas toujours confiance. Vous pensez que j'ai toujours confiance? Parfois, je me dis, oh là là. Et ils veulent que j'anime cette émission. Oh là là, d'accord. Mais vous faites semblant. Et si vous n'êtes pas excellent, eh bien, tant pis, vous l'acceptez. Et il faut vous exercer
Et là, je vais avoir l'air vraiment de me répéter. C'est de la pratique. Il faut aussi faire preuve de compassion envers vous-même et surtout n'essayer de ressembler à personne. Bon, alors maintenant, nous allons passer à notre prochaine question. Il s'agit de votre personnalité. Vous avez tellement de personnalité. Est-ce que vous aspirez à avoir votre propre émission? Alors, oui, ma mère voudrait que j'ai ça, oui, comme Oprah. Oui, je voudrais que les gens sachent qui je suis à titre de femme de couleur, de femme noire. Alors, et qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Alors, j'ai vu Oprah qui grandissait et j'ai toujours pensé que je serais actrice. Avant la course, je voulais être actrice. Pas nécessairement Hollywood, les films, mais je voulais jouer. Mais ce qui s'est passé lorsque j'étais à l'école secondaire, je n'ai pas vu de personne qui me ressemblait. Et est-ce que les personnes qui me ressemblent, vous les voyez toujours à la télé? Non. Mais je voyais des athlètes qui me ressemblaient, mais je ne voyais pas de gens à la télé ni dans les films. Alors, je me disais, est-ce que j'ai l'esthétique qui me permettrait de réussir à la télévision? Et je suivais des cours de théâtre à l'école, mais parce que dans les magazines, dans les films, à Hollywood, je ne voyais pas de gens qui me ressemblaient. Mais je voyais les athlètes, mais c'est encore une vocation remarquable. Alors, donc, j'ai examiné les parcours et j'aurais pu suivre ces deux voies. Je me suis dit, je sais que je peux réussir à titre d'athlète. Donc, je sais que c'est ma voie. Mais ma véritable joie, c'était le théâtre. Et donc, oui, alors merci d'avoir remarqué que je suis théâtrale. Et je suivais des cours de théâtre. Mais après la 10e et la 11e année, je me suis dit, il n'y a personne qui me ressemble, il n'y a pas de voix. Oui, effectivement, Perdita, tu peux réussir, mais ça va être trop difficile parce qu'il n'y a pas d'exemple. Oprah n'était pas actrice. Et de toute façon, Tonnelly Williams, je l'aime bien, mais j'avais arrêté de regarder des soaps. Alors, j'ai abandonné mon rêve. Et la raison pour laquelle je partage cela avec vous, et je sais que je vais avoir l'air de me répéter, c'est parce que si on voit quelque chose, si on voit quelqu'un dans cet espace, dans l'industrie, on n'invente pas ces histoires. C'est vrai, c'est dans votre cerveau, c'est dans votre subconscient. C'est pas quelqu'un vous dit vous n'êtes pas assez bonne, vous n'êtes pas assez jolie, vous n'êtes pas ceci, cela. C'est vous, dans votre subconscient, vous vous rendez compte, oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est subtil, c'est à un niveau micro. Mais les émissions de télévision, non, mais ça me rappelle que oui, c'était mon premier amour mais de toute façon, je suis théâtrale à la télévision aussi. Oui, théâtrale et de toute façon, vous savez, si vous aimez Anne Chan, vous pouvez aussi la suivre sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit, nous aimons beaucoup regarder l'émission All Round Champion à titre de famille. Vous êtes un mentor tellement bonne pour les athlètes de cette émission. Et est-ce que vous êtes resté en contact avec les participants à l'émission? Alors, la réponse est oui. Alors, si vous ne connaissez pas cette émission, il s'agit d'une émission de télé-réalité qui passe à TV au Canada. On filme des athlètes sur 3 mois et ils essayent un sport chaque semaine, la boxe, le ski. Donc, on a 10 athlètes qui participent à des compétitions et à la fin, il y en a un qui gagne. Alors moi, je leur sers d'entraîneuse. Donc,
ils doivent se préparer en 3 jours et puis ils participent à une compétition le 4e jour. Alors, bon, alors, à titre d'animatrice, à titre d'athlète, à titre de mère, il y a eu lors de la saison 2, c'était la saison d'hiver, et on faisait le saut à ski. Et c'était le dernier sport. Oui, je reste en contact avec les athlètes. Mais il y avait une athlète qui s'appelait Estella des États-Unis. Alors, pendant les 9 dernières semaines, elle avait fait tous ses sports. Et lors de la dernière semaine, elle montre son sport parce que c'est vraiment très important parce que là, ils peuvent se mettre en valeur. Et alors, le producteur m'appelle à toute fin, on me dit il fait trop chaud, le temps est trop chaud pour qu'Estella puisse sauter en sécurité et pour qu'elle participe à cet épisode. Donc, on ne peut pas du tout diffuser son épisode parce que ça serait dangereux. Alors, j'ai essayé de ne pas pleurer à la télé, mais j'ai pleuré en coulisses parce que elle avait quitté sa famille, elle avait quitté son foyer. Donc, je pleurais pour elle par sincérité parce que comment est-ce que je devais lui dire? J'ai dû lui dire sous les caméras, devant les caméras, parce que c'était la télé. Et ça aussi, c'est le choix qui a été fait. Et j'ai dit à Stella, parce qu'elle était prête, et j'ai dû lui dire cela. Et à ce moment-là, je lui ai dit, à ce moment-là, j'étais vraiment dans mes petits souliers, et j'ai vraiment éprouvé sa tristesse. Mais les autres membres de l'équipe l'ont entourée. Elle était triste, elle n'avait que 14 ans, même pas 15 ans. Et vraiment, elle était triste. Mais vraiment, elle a été à la hauteur. Elle a gardé son sang-froid. Elle a accepté ce qui s'est passé. Elle a compris. Et puis, ensuite, on a dû continuer l'émission. Et elle s'en est vraiment bien tirée lors de la finale. Mais ça a été difficile pour moi parce que je me disais, c'est pas un travail pour moi, c'est un travail, mais je sais que j'ai pris la responsabilité de guider 10 enfants. Ce sont des enfants, j'ai pris cette responsabilité au sérieux. Et donc, c'était dur de lui dire tout cela. Oh là là, je parle trop longtemps. Et j'aimerais qu'on ait encore une demi-heure, 1 heure. Et j'espère que les personnes qui nous écoutent partagent ce sentiment et qu'ils vont mieux vous connaître à la fin de cette émission. Mais malheureusement, c'était notre dernière question et nous allons devoir clôturer la soirée. Je ne peux pas vous remercier suffisamment. Vous êtes quelqu'un que tout le monde admire, y compris moi-même, mais à titre d'ami, ça a été vraiment un grand plaisir d'avoir cette causerie avec vous ce soir. Donc, merci beaucoup. Et nous devons aussi remercier le Musée canadien de l'histoire qui nous a donné l'occasion d'avoir cette conversation dans laquelle nous avons abordé tant de sujets. Alors, merci et merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés ce soir. Merci au musée, à toutes les organisateurs et organisatrices qui est là. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je sais que votre fille est au-dessus, qui vous attend, et je sais que votre temps est précieux. Alors, merci beaucoup. Merci, ça a été un grand plaisir, véritablement. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette conversation. Je voudrais remercier la Banque TD de son soutien pendant tout ce mois et soutien pour cette émission. Ça a été incroyable et j'espère qu'on va bientôt pouvoir renouveler cette expérience. À toutes les personnes qui se sont connectées, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente soirée.